Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Voici les titres de ce vendredi 30 mars. Nicolas Sarkozy était en meeting à Nîmes hier en début de soirée. Mot d'ordre du président candidat, le rassemblement de toute la droite. À Montpellier, la hausse de la taxe d'habitation a provoqué un débat houleux. En conseil d'agglo, l'augmentation d'1 point a été votée hier soir. Et puis les toreros français se fédèrent, ils créent une association pour être notamment mieux représentés dans les férias. Témoignage et portrait d'un jeune torero à la fin de ce journal. Nicolas Sarkozy était en meeting au Parnasse en fin de journée hier devant près de 3000 militants. Parmi eux, les élus locaux UMP bien entendu, mais aussi de nombreux centristes. Un mot d'ordre pour ces présidentielles, le rassemblement de toute la droite derrière le candidat Sarkozy. Franck Chassagnon. Françaises, Français, j'ai besoin de vous, de votre mobilisation, de votre soutien, de votre aide, de votre engagement. Ensemble, nous allons construire la France forte. Pas d'annonce, pas de surprise, Nicolas Sarkozy s'est contenté de convaincre son électorat dans une salle comble. Le candidat sortant était hier à Nîmes, un peu comme à la maison. Il est venu en tant que candidat, il est venu en tant que président de la République. Il a toujours privilégié Nîmes dans toutes ses missions, qu'il soit président ou qu'il soit carrément militant à l'époque. Je me souviens des premières réunions avec lui. Je me souviens de cette réunion ici sur l'Europe, dans cette même salle. Je crois qu'effectivement, on l'aime et il nous aime. Dans la salle du Parnasse, chauffée à blanc, 3000 personnes avec au premier rang les élus locaux et la garde nationale rapprochée du candidat, Copé, Kosciusko-Morizet ou encore Bruno Le Maire. La crise, le chômage, l'insécurité, l'éducation, la retraite, tous les thèmes ont été soigneusement décortiqués. 1 heure de discours bien huilé pour rassembler toute la droite. Tout le monde est mobilisé aujourd'hui parce que l'intérêt de notre pays, les enjeux sont tels qu'il faut vraiment que tous ceux qui sont conscients de ces enjeux soient présents. La famille UMP est élargie puisque même M. Bourbousson, le maire de Beaucaire, est là. Donc c'est bien, je crois qu'effectivement le combat qui s'annonce pour nous est quand même difficile et il est bien qu'on soit tous réunis. L'UMP, le nouveau centre et le parti radical côte à côte, même si Jacques Bourbousson continue son combat pour les législatives contre le député sortant Yvan Lachaud, pourtant investi par l'UMP. Le maire de Beaucaire était bien présent hier soir. Moi j'ai tout de suite été avec Sarkozy, donc il n'y a pas de raison que je ne le sois pas aujourd'hui. Bon, si ce n'est certains qui se rallient au dernier moment, ça c'est plus facile. Et moi je fais campagne depuis fort longtemps, donc je n'ai de leçons à recevoir de personne. Devant une assemblée de militants, Nicolas Sarkozy n'a pas eu de mal à rebooster ses troupes. C'est un peu une surprise, on n'attendait pas du tout. On pensait qu'après le meeting de Montpellier, on ne passerait pas dans le Croustillon. Et c'est vrai que pour nous militants, jeunes militants, c'est vrai que ça fait plaisir, ça montre que notre travail est reconnu. En 2007, à Nîmes, Nicolas Sarkozy avait obtenu 56% des suffrages, soit 3 points de plus qu'au niveau national. Et de son côté, Christian Jean-Jean réintègre l'UMP. Le maire de Palavas revient au sein du parti qu'il avait exclu lors des élections régionales en 2010. Il sera donc bien candidat sur la première circonscription de l'Hérault lors des prochaines élections législatives. Une issue qui réjouit Christian Jean-Jean. Il lance par ailleurs un appel à Isabelle Guiraud, le maire de Saint-Jean-de-Védas, qui était un temps pressenti pour cette investiture UMP. Écoutez. Je ne suis plus exclu, je suis à nouveau dans la famille et totalement. Je crois d'ailleurs que tous les UMP, pratiquement 98%, les UMP, les adhérents UMP du secteur souhaitaient bien entendu que je revienne. Isabelle Guiraud, je lui lance un appel, c'est une militante. Elle a les mêmes idées que nous tous. Il faut qu'elle soit avec nous et qu'elle vienne en tant que suppléante. Me supporter dans les deux sens du terme, mais aussi nous aider à faire passer nos idées. Conseil d'agglomération houleux hier soir à Montpellier, au cœur des débats, l'augmentation de la taxe d'habitation, une hausse d'1 point qui n'a pas fait l'unanimité. Plus de la moitié des conseillers montpelliérains se sont opposés à la proposition du président Jean-Pierre Moore. Des débats avec en toile de fond les futures élections municipales. Explication Olivier Roiran. Qui est contre la proposition que je viens de faire?
Le sujet est sensible, surtout en période électorale. Augmenter les impôts, ça fait réagir la gauche, même si c'est un président socialiste qui le propose. Du coup, l'unité affichée un peu plus tôt dans la journée autour du candidat Hollande a vite volé en éclats dans la soirée. 24 des 45 élus montpelliérains qui siègent au conseil d'agglo ont dit non à une augmentation de 1 point de la taxe d'habitation. Les familles en difficulté, elles sont à Montpellier. Les familles monoparentales, elles sont à Montpellier. Donc cette élévation de taxe d'habitation, ce sont les Montpelliérais les plus fragiles qui vont effectivement être atteints par cette augmentation. C'est pour ça que j'ai voté clairement contre. Le Parti socialiste a des valeurs, a fait des choix et on trouve tous que cette taxe n'est pas fiscalement adéquate. On l'a dit et on porte notre projet, y compris dans l'enceinte de l'agglo. Mais l'augmentation proposée sera finalement adoptée par 61 élus sur 90. Ceux qui à gauche ont dit oui justifient leur choix. Le débat aujourd'hui, c'était de savoir si on permet à l'agglomération de poursuivre les investissements qu'elle a entrepris depuis de longues années, qu'elle continue d'entreprendre, qui favorise l'emploi, qui favorise le logement, qui favorise le transport. Ce qui me paraît important, c'est que le vote de l'agglo, il assure pour l'avenir, pour les décennies qui sont devant nous, la réalisation d'équipements tels que par exemple la 5e ligne, qui n'est pas financée par l'État et sur lequel il faudra trouver l'équivalent de 340 millions. Restent les attaques et les petites phrases. Elles furent particulièrement explicites, notamment entre socialistes, au cours des 3 heures de débat. Je voterai non à la taxe bourg. Bourg, il est le représentant du conseil d'agglomération. Puis vos illusions, vos allusions, vous voulez garder pour vous. J'ai parlé de taxe Moore parce que j'ai fait allusion surtout au problème de la non-concertation sur cette affaire du conseil d'agglomération. Je considère que lorsqu'on augmente les impôts, il doit y avoir beaucoup de travail préalable entre collectivités et que, à mon sens, cela n'a pas été suffisant. Des pics ponctuels, donc sans aucune arrière-pensée officielle. Le candidat Sorel n'était, dit-il, pas en campagne hier soir pour les prochaines municipales. Parmi les élus montpelliérains, en tout cas, les masques sont, semble-t-il, tombés. Il y aura maintenant les pros et les anti-Moore. Moi je respecte toutes les opinions, à condition qu'elles reposent sur du sens, sur du fond, de la forme. La démocratie se charge de faire le tri, la lie de tous ceux qui sont dans l'intérêt général, de ceux qui sont dans l'intérêt d'ego personnel. Ambiance, le PS et Rolted n'en a pas fini avec ses divisions. Henri Bernard Bertrand et Jean Spalma seront fixés le 4 mai. Les 2 élus du Gros du Roi attendaient aujourd'hui la décision de la Cour d'appel de Nîmes suite à l'accident mortel qui s'était produit lors d'une bandide en septembre 2006. Un septuagénaire avait alors été tué par un taureau en sortant de chez lui. En première instance, les 2 élus avaient été condamnés pour homicide involontaire. Les juges nîmois avaient alors pointé un défaut grave d'organisation. La décision de justice de la Cour d'appel a été reportée au 4 mai. Après le Gard, l'Hérault est en état d'alerte sécheresse. Le cumul des pluies de cet hiver présente un déficit de 90% par rapport à la normale. Et les cours d'eau atteignent actuellement un débit proche de celui des mois de juin ou de juillet. Des mesures de restriction d'eau ont été prises aujourd'hui par la préfecture. Il est notamment interdit d'arroser en journée ou de laver son véhicule en dehors des stations professionnelles. Les ressources en eau, il en sera notamment question lors de la semaine du développement durable qui se tient du 1er au 7 avril prochain. L'occasion de mettre en avant des initiatives en matière de protection de l'environnement et notamment ce projet porté par des collégiens nîmois. Depuis plusieurs mois, ils travaillent sur les ressources en eau justement et leur assainissement. Alain Belon. Depuis le début de l'année scolaire, 19 élèves de la 5e S1 du collège Condorcet de Nîmes participent à un concours sur le développement durable. Leurs thèmes choisis sont le traitement de l'eau et les gestes citoyens. Et ils viennent de franchir une étape. Qu'il y a un projet, en fait, ça les stimule énormément, puisque bon, la construction d'une maquette, la visite de la station d'épuration, le fait de s'investir toute une année sur en fait un projet, les motive et forcément, en fait, ils étaient très contents de participer à ce concours. Et puis ils ont été encore plus contents d'être sélectionnés dans l'académie de Montpellier. Après cette étape passée, ils vont réaliser la maquette d'une station de traitement d'eau usée. Mais pour cela, tous se sont donné rendez-vous à la station de dépollution des eaux de Nîmes, afin de s'informer sur son fonctionnement. On a appris comment ils ont fait, comment ils faisaient et tout, comment ils faisaient pour rendre l'eau propre et pour d'où ils la prenaient et tout. Je savais pas que par exemple si on jetait des trucs toxiques dans le robinet, et ben que ça allait créer des problèmes. Ça vous a sensibilisé maintenant sur l'utilisation et comment vous allez utiliser l'eau? D'une manière plus propre et plus respectueuse de l'environnement.
Il reste encore 2 étapes à franchir, l'une sera le 2 mai. Ce jour-là, on connaîtra le gagnant des 11 projets du concours de l'Académie de Montpellier. Un mot de sport à présent avec le MAHB qui s'apprête à affronter Nantes samedi pour la seconde fois cette semaine. Mercredi, les handballeurs montpelliérains ont arraché le nul, 29 partout en Loire-Atlantique pour le compte du championnat de France. Mais samedi, il s'agit de la demi-finale de Coupe de France. Le MAHB aura donc à cœur de se reprendre, même si le club pense déjà à la saison prochaine avec l'arrivée d'une 3e recrue après Kevin Njokas et le Norvégien Mamelund. Olivier Brachard. À Barcelone, le MHB a pris un sacré coup sur la tête. Sortir de la Ligue des Champions sur ce score terrible de 36-20 amène les dirigeants à réfléchir sur la construction actuelle de l'équipe. Il y a une introspection très profonde à faire pour tirer les leçons donc de la défaite contre Barcelone qui en soi n'est pas sportivement catastrophique, parce que perdre contre le champion d'Europe c'est pas catastrophique, c'est beaucoup plus dans la manière et dans la forme de renoncement qu'on a eu qu'il faut aller chercher et savoir pourquoi cette équipe n'a pas été au niveau mental qui devrait être le sien pour un 8e de finale de Ligue des Champions. Montpellier a donc décidé de recruter un joueur de renom pour remplacer Vít Kavtičník, blessé et out pour la saison prochaine. Il s'agit de l'arrière droit gaucher Petar Metlicic, 3 fois vainqueur de la Ligue des Champions. Ce Croate de 35 ans est suivi depuis longtemps par Patrice Canaille. Tout son savoir-faire, la sérénité, son expérience d'un joueur qui connaît, qui a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions et encore voilà, toute sa capacité à être un excellent joueur de handball qui connaît parfaitement le jeu et qui va nous amener beaucoup de fluidité et beaucoup de maîtrise dans le jeu. Et le recrutement n'est peut-être pas fini, car avec la crise, le marché des transferts bouge. De grands clubs espagnols et autres dégraissent leur masse salariale et Montpellier voudrait en profiter au détriment de joueurs comme Rémi Salou ou Samuel Onrubia, le champion du monde, dont les contrats n'ont pas été reconduits. Pas facile de devenir torero et de vivre de sa passion, surtout si l'on est français. Depuis le début du mois, l'association des matadors de taureaux français fédère les acteurs pour une meilleure représentation dans les férias. Jonathan Verrune est programmé ce week-end à Vergès. Il témoigne des difficultés qu'il rencontre pour toréer. C'est un reportage d'Olivier Michel. C'est le 11 mai 2005, face à un taureau de Victoriano del Rio, que Jonathan Verrune est devenu matador de taureaux. Comme beaucoup d'enfants, il a un jour poussé des olés, joué au taureau, mais la passion ne s'est jamais tue. Mes parents m'ont emmené tôt aux arènes voir les corridas. Et à cette époque-là, il y avait un phénomène qui était Chamaco et qui mettait le feu aux arènes. Et j'avoue que ça m'a donné envie d'essayer de tenir une cape, tout ça. Et je me suis inscrit à l'école taurine, donc à l'âge de 11 ans. Pour au début apprendre à tenir une cape et voilà, être avec des copains et un peu comme s'inscrire dans un club de foot quoi. Après son alternative, Jonathan a arrêté ses études en psychologie pour se consacrer entièrement au toréo. Aujourd'hui, il vit entre Nîmes et Séville, mais n'a que peu de contrats. Comme de nombreux toreros, il est confronté à une problématique. Pour toréer, il faut triompher et pour triompher, il faut toréer. On a 1 ou 2 opportunités dans la saison. Et il faut être au top à plus de 100% à chacune de ces opportunités. Mais avec une préparation qui est difficile parce que pas beaucoup de taureaux pour se préparer. Et beaucoup d'écart entre les corridas. Donc c'est vrai qu'on a du mal à créer un rythme qui fait qu'on ait une régularité dans les taureaux. Heureusement, son club taurin lui apporte un soutien moral et financier. Tuer un taureau en privé pour s'entraîner coûte environ 1 500 €. C'est vrai que ça coûte de l'argent et que bon, le taureur en tant que tel n'est pas toujours fortuné pour pouvoir se payer ça, quoi. Et je crois que de sentir qu'il y a des gens derrière lui, ça le conforte aussi, quoi. Jonathan peut également compter sur le club taurin Fiesta Brava, organisateur de la Feria du Roni à Vergès, qu'il a par 2 fois programmé et récidive cette année. Une chance dans ce métier où les directeurs d'arène font la pluie et le beau temps. Les emprises, ils jouent sur les figures et nous, voilà, on ne peut pas, même avec une alternative remarquée et tout, on n'a pas pu le répéter dans d'autres arènes. Et voilà. Depuis, bon, maintenant, il va au bout de son rêve, il suit sa passion en espérant qu'un jour quelqu'un le verra pour qu'il puisse faire quelque chose. Pour mieux défendre leurs intérêts, les toreros français se sont fédérés au sein d'une association et organisent un festival à Château-Renard le 21 avril. Quant à Jonathan, tout juste âgé de 29 ans, il affrontera dimanche à Vergès 2 taureaux du Berrionnais, l'élevage le plus difficile, un passage obligé lorsqu'on est torero français.
Les dessinateurs héroltais mis à l'honneur à l'occasion de la 19e édition de son concours du dessin de presse, l'école Estienne de Paris a décerné le trophée Presse Citron à Aurel pour son dessin de Barack Obama. Distinction également pour le Montpelliérain Julien Revenu qui a reçu le prix coup de cœur du jury pour un dessin de DSK. C'est tout pour aujourd'hui. Ce week-end, retrouvez toute l'actu de la semaine dans l'hebdo. Retour de l'info dès lundi, 12h30 pour votre journal de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud. Au revoir.